Voilà. Et maintenant, nous devons continuer avec le cours de génie logiciel, qui est un cours déjà abordé il y a de cela 2 ou 3 mois. Alors, nous étions déjà au niveau du troisième chapitre, mais avant d'évoluer avec le troisième chapitre, nous avons préféré d'abord faire un pas en arrière par rapport à ce que nous avons déjà étudié dans le chapitre précédent. Nous savons très bien que c'était un cours très utile, je dis bien c'est un cours très utile pour votre formation en tant que futur ingénieur, futur concepteur, les cours de génie logiciel. Et les cours en soi est subdivisé en 3 grands chapitres, dont le premier parle de définition générale, objectif, processus et principe. Au deuxième chapitre, on avait abordé les techniques de spécification. Mais avant de passer au deuxième chapitre, nous voulons d'abord faire un pas en arrière au premier chapitre pour faire un peu un rappel sur ce qu'on a déjà vu. Au premier chapitre, nous avons commencé par définir ce que c'est le génie logiciel. Et là, nous avons dit le génie logiciel, c'est une science de l'ingénieur dont la finalité est la conception, la fabrication et la maintenance des systèmes logiciels complexes, sûrs et de qualité. Donc, la conception, la fabrication et la maintenance des systèmes logiciels sûrs et de qualité. Alors, voyez là, nous revenons vers la fin, on dit système logiciel sûr et de qualité. C'est la raison pour laquelle, si on veut définir encore le génie logiciel par opposition à la programmation, donc on comprend que la programmation, c'est très simple. C'est très simple. Pourtant, le génie logiciel, si on conçoit des systèmes complexes. Alors, les génies logiciels sont des logiciels qui sont conçus, systèmes logiciels conçus par des groupes d'individus, tandis que la programmation, un seul individu peut s'engager à programmer, à écrire un petit programme, etc. Le génie logiciel en soi doit répondre aux critères représentés par la règle coût, qualité, fonctionnalité de l'aide. Cela veut dire quoi? Donc, lorsque vous concevez les systèmes logiciels complexes, la première des choses, il faut définir, parce que c'est tout un projet. Comme c'est un projet, il faut définir la durée de réalisation de ces projets. C'est pourquoi nous parlons de délai. Alors, quand vous définissez la durée de réalisation du projet, vous devez aussi définir le coût. Ça va coûter combien en termes de moyens financiers, le coût en termes du temps de réalisation, etc. Donc, vous comprenez pourquoi, lorsqu'on parle du génie logiciel, il faut commencer d'abord par définir le coût et les délais. Et là, c'est pourquoi nous disons les coûts et les délais doivent être définis dans les limites prévues au départ. À part les coûts et les délais, vous devez tenir compte des fonctionnalités parce que cette règle, c'est CQF2. F comme fonctionnalité, cela veut dire lorsqu'on conçoit un système logiciel complexe, ce système doit répondre aux besoins des utilisateurs. C'est un système qui doit répondre aux besoins des utilisateurs. C'est la raison pour laquelle, quand on parle des besoins des utilisateurs, c'est la raison pour laquelle nous parlons de la fonctionnalité. Donc, un système qui est fonctionnel est un bon système qui est conçu correctement pour répondre aux besoins des utilisateurs. Et à part la fonctionnalité du système, vous devez aussi tenir compte de la qualité du système. Donc, quand on conçoit les systèmes logiciels complexes, ça doit être un système logiciel de bonne qualité. Alors, quand nous parlons de qualité, ceux qui ont suivi les cours ensemble avec moi, vous avez remarqué que nous sommes revenus sur plusieurs formes de ce qu'on entend par qualité. Donc, un logiciel qui est de bonne qualité doit être valide. Un logiciel qui est de bonne qualité doit être efficace, doit être compatible, doit être traçable. Le logiciel là doit être documenté. Donc, il y a plusieurs formes de qualité de logiciel que vous devez tenir en compte lorsque vous voulez mettre en place ou soit lorsque vous voulez fabriquer un système logiciel complexe, sûr et de qualité. En dehors de cette règle de coût, qualité, fonctionnalité, délai que vous devez respecter pour répondre aux objectifs du génie logiciel, nous avons aussi vu nous avons aussi vu les principes, le principe à
tenir le principe à tenir en compte pour arriver à réaliser un système logiciel complexe, sûr et de qualité. Voilà, là parmi ces principes, nous les avons tellement bien définis parce que ce ne sont pas les principes à nous, ce sont des principes définis par l'un des grands ingénieurs à travers le monde, ce Monsieur Charles Guézi, qui nous propose 7 principes et selon lui, il faut respecter les 7 principes de base pour arriver à mettre en place le système logiciel complexe. Et parmi ces principes, Charles Guézi nous présente d'abord le premier principe comme la rigueur. Donc, quand vous voulez concevoir, lorsque vous voulez fabriquer un système logiciel complexe, la première des choses, vous devez savoir, c'est un travail qu'il faut tenir, qu'il faut réaliser avec beaucoup de rigueur. Donc, vous devez tellement vous concentrer, il faut éviter des distractions, il faut être rigoureux pendant tout le temps que vous mettez pour le développement de ces logiciels. Donc, à part la rigueur, Charles Guézi nous a parlé aussi de la séparation de problèmes. Donc, selon lui, quand vous concevez un système logiciel complexe, il ne faut pas aborder les tout dans l'ensemble, mais il faut découper, séparer les problèmes, séparer par rapport au temps, séparer par rapport à la nature des traitements que vous voulez réaliser, séparer par rapport à ce qu'on attend du logiciel. Donc, il y a plusieurs formes de séparation de logiciel. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons vu cette partie, en dehors de la séparation de problèmes, nous avons vu aussi la modularité, nous avons vu l'abstraction, nous avons dit le D, la modularité et l'abstraction sont aussi des types de séparation des problèmes. Il ne s'est pas limité là. Il a ajouté aussi d'autres principes tels que la généricité, donc le logiciel, le système que vous voulez produire et mettre en place ne doit pas concerner seulement un cas spécifique. Il faut que le système soit au départ générique, parce que est générique, on peut spécialiser ça par la suite. C'est comme par exemple, vous concevez un logiciel pour la délibération, pour la gestion des affaires académiques au sein d'une université. Donc, il ne faut pas spécialiser directement ça. Donc, vous pouvez faire d'une manière que votre logiciel puisse être capable d'être utilisé presque partout. Alors, chaque université qui aura les logiciels là sera maintenant obligée de spécifier, donc de personnaliser les logiciels par rapport à ces réalités. Alors, en dehors de ça, nous avons parlé de l'anticipation du changement. Nous avons aussi parlé de la construction incrémentale. Alors, à part ça, ces chapitres, nous avons cité par le processus de développement. Le processus de développement des logiciels. Et là, nous avons dit les systèmes logiciels que nous devons mettre en place, on ne peut pas les produire d'une manière vaille que vaille. Donc, il y a des étapes à suivre. Donc, le processus, là, c'est quoi? Le processus de développement sont les différentes étapes à suivre pendant toute la période de développement du logiciel. Et ces étapes représentent regroupées et décomposées, représentées sous forme de ce qu'on appelle les cycles de vie du logiciel. Alors, les cycles de vie là, donc là, nous voyons les différentes étapes à suivre dès le commencement jusqu'à la fin. Dès le commencement jusqu'à la fin. Alors, c'est ça ce qu'on entend par le processus de développement. Et par rapport à ça, avant d'entrer en profondeur, parler des différents cycles de vie du logiciel, nous avons commencé d'abord par essayer de détailler de petites différences que nous pouvons retrouver entre certains concepts clés qui entrent en jeu par rapport au processus de développement. La première des choses, c'est la différence entre ce qu'on entend par étape et activité. Et là, nous avons dit, quand nous parlons d'une étape, il s'agit bel et bien du découpage du projet en tenant compte du temps. Donc, quand je dis par exemple de telle période à telle période, voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire par exemple l'analyse de l'existant. Nous allons faire l'étude de besoin. Donc, c'est une étape. Alors, quand nous parlons d'une activité, l'activité maintenant se diffère avec l'étape parce que l'activité c'est le découpage du projet en tenant compte de la nature de ce qu'on veut faire. Donc quand vous découpez en tenant compte de la nature de ce qu'on doit réaliser, ça devient maintenant ce qu'on entend par activité. Alors par là, je voulais vous dire ceci, vous devez savoir que dans une étape, on peut arriver à réaliser plusieurs étapes, tout comme vous pouvez dans une étape, on peut arriver à réaliser plusieurs activités, vous voulez dire, tout comme vous pouvez avoir une activité qui se réalise sur différentes étapes. C'est comme par exemple la documentation. Lorsqu'on documente, la documentation, c'est au niveau de chaque étape. Alors, quand je parle par exemple de la vérification-validation, donc ce sont deux activités qui s'effectuent sur certaines étapes. Alors,
Là, c'était juste pour éclaircir quelques concepts qu'on a eu à développer au niveau des processus de développement. Et nous ne sommes pas limités par là. Nous avons essayé ensemble avec vous à démontrer quelques cycles de vie qui sont le plus courants, tels que les cycles de vie et les cycles en cascade. Nous avons vu les cycles de vie en V. Nous avons vu les cycles en spirale, tout comme le cycle de vie incrémental. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous limiter là parce que ça, c'est des matières déjà vues au premier chapitre. En dehors du premier chapitre, nous avons aussi abordé le deuxième chapitre. Notre deuxième chapitre était consacré aux techniques de spécification. Alors, avant d'entrer, parler de différentes formes de techniques de spécification, par rapport à ces chapitres, nous avons commencé par définir ce qu'on entend par technique de spécification. Et là, nous avons dit, une technique de spécification, c'est un contrat qui est défini entre deux parties. Donc la première partie, c'est la partie qui demande le service à la deuxième partie qui est censée réaliser le service demandé. C'est comme par exemple, nous avons donné dans ces cas ici l'exemple d'une collectivité qui sollicite auprès d'une société ou soit auprès des ingénieurs civils la réalisation d'un pont. Donc, comme ils doivent payer le travail là, donc ils ne sont pas obligés de demander non, nous avons besoin d'un pont d'une manière vulgaire. Non, il faut bien spécifier. Par exemple, dire nous avons besoin d'un pont de 4 kilomètres ou soit un pont peut-être de 5 mètres, un pont de 10 mètres de long, par exemple, capable de supporter jusqu'à 2 tonnes. Donc, ce sont des contrats, ce sont des spécifications qui sont très bien définies pour permettre à la société là, de réaliser de la manière dont on a demandé. C'est comme, par exemple, je prends le cas de l'Université Notre-Dame de Kassai. L'ICA ne peut jamais appeler un cabinet d'un architecte. Dans ce cabinet-là, l'architecte arrive, dit non, voilà, nous avons besoin d'un bâtiment. Voilà. Et vous mettez l'argent à la disposition de la personne, nous avons besoin. Non, vous devez expliquer la personne ce dont vous avez besoin d'une manière claire. Voilà, nous avons besoin d'un bâtiment d'autant, peut-être d'autant de niveaux, capable de recevoir autant, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, le monsieur doit faire quoi? Il doit définir la maquette pour venir expliquer. Donc la maquette, dès qu'il amène ça, si l'université n'est pas d'accord avec ce que l'architecte a présenté, non, voilà, tout ça, ça ne marche parce qu'à tel niveau, voilà ce que nous attendons de votre bâtiment. Alors il peut rentrer pour corriger parce qu'il doit faire tout pour répondre aux besoins des utilisateurs. Alors là, nous avons aussi essayé de signaler que le rôle là, les rôles de celui qui demande et celui qui doit réaliser, chez nous en informatique, les rôles se diffèrent par rapport aux différentes phases du cycle de vie des logiciels. C'est comme par exemple quand vous êtes au niveau de l'analyse des besoins, là, le contrat est signé entre les utilisateurs et celui qui va concevoir. Quand vous arrivez par exemple au niveau de l'étude détaillée, là, le rôle est défini entre celui qui a conçu et celui qui doit réaliser les modules. Donc, vous comprenez que les rôles là de celui qui demande et celui qui réalise, c'est diffère en tenant compte des étapes à suivre, en tenant compte des phases qui font partie du cycle de vie du logiciel. Là, c'est pour nous des informaticiens. Et là, chez nous en informatique, il y a plusieurs techniques de spécification et ces techniques-là sont classifiées en tenant compte de quelques critères. Alors, le premier critère, c'est la formalité. Et du point de vue formel, nous avons dit que nous avons des techniques de spécification informel, c'est qui est informel, donc écrit en langue naturelle. Les cas, par exemple, d'une narration de circulation des informations. Nous avons, par exemple, les techniques semi-formelles. Nous avons dit les techniques semi-formelles, ce sont des techniques qui utilisent des graphiques. Donc, les cas, par exemple, quand vous présentez un MCD, quand vous présentez, par exemple, le diagramme de flux d'informations, ce sont c'est une technique de spécification semi-formelle. Et en plus, nous avons des techniques de spécification formelles. Et là, nous avons des techniques de spécification formelles. Là, c'est lorsque la syntaxe et la sémantique sont définies par des outils mathématiques. Le cas, par exemple, d'une machine à état fini. Parce que vous voyez, une machine à état fini, c'est une machine qui est constituée d'un ensemble d'états. Alors, maintenant, pour quitter d'un état vers un autre état,
il faut définir une fonction. Il faut définir une fonction. Donc, si la fonction n'est pas définie, donc il n'y a pas moyen de passer d'un état vers un autre état. Donc là, on est obligé de faire appel aux outils mathématiques. Alors, par rapport à ça, nous avons aussi parlé d'un autre critère, c'est le critère déclaratif ou opérationnel. Et là, nous avons parlé des techniques de spécification opérationnelles et des techniques de spécification opérationnel lorsqu'on tient compte des comportements de ce qu'on doit réaliser, et déclaratif, là c'est déclaratif plutôt, là c'est lorsqu'on définit, des propriétés des objets, et là on parle de techniques de spécification déclarative. Alors après avoir défini le critère là, nous sommes partis loin pour donner quelques exemples de certaines techniques de spécification, comme par exemple les diagrammes entité-association. Et là, nous avons dit, quand nous parlons d'un diagramme d'entité-association, c'est une technique de spécification qui est semi-formelle et déclarative. Quand nous parlons par exemple d'un diagramme d'une machine à état fini, là, nous avons dit que c'est une technique formelle et opérationnelle. Donc, vous voyez, là, c'est les différentes techniques de spécification. Et pour terminer ce chapitre, nous avons dit ceci en tant qu'informaticien. Donc, on n'est pas obligé de chercher à se positionner sur la technique X ou la technique Y. Donc, chercher à maîtriser seulement la technique X ou la technique Y. Mais ce qu'on nous demande ici, c'est quoi? Avoir une maîtrise générale sur presque toutes les techniques. C'est comme, par exemple, avoir la maîtrise générale sur la plupart des langages de programmation, tout comme avoir de la maîtrise d'une manière générale sur la plupart des logiciels en informatique. Parce qu'aujourd'hui, c'est que nous avons toujours remarqué qu'il y a certains informaticiens qui sont limités. Donc, quand vous demandez, non, voyez, moi, la programmation, ça ne m'intéresse pas. Moi, seulement les réseaux. Quand vous lui posez la question, non, voyez, moi, Excel, Access, pardon, là, je suis champion. Mais Oracle, quand vous touchez SQL Server, non, ça, vraiment, ce n'est pas mon domaine. Non, nous devons faire un effort, vous devez faire un effort de maîtriser la plupart des techniques de spécification, tout comme vous devez faire l'effort de maîtriser la plupart des langages de programmation, comme la plupart des systèmes de gestion de bases de données, parce que vous devez savoir, il n'y a pas de techniques, tout comme des langages qui sont idéaux ou soit qui sont capables de tout faire. Là, c'était par rapport à ce qu'on a déjà vu avant d'entamer la matière que nous voulons vous présenter aujourd'hui.